un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, nous avons l'immense privilège de recevoir Jérémy Antonio qui va faire la Coupe du Monde de football en 2026. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Bah écoute, ça va très bien et toi ? C'est un grand plaisir. Moi, je vais toujours bien, moi. J'ai minci un peu, mais non, je plaisante. Hein. C'est faux. C'est un grand plaisir de te recevoir. Louis Genillet, qui en tant que titulaire aujourd'hui intègre l'équipe de chroniqueurs de Logos FM et qui va certainement lui aussi faire peut-être la Coupe du Monde de golf un jour ou l'autre, non ? Bah, c'est pas sûr. Bonsoir à tout le monde. Merci Fabrice de m'intégrer dans l'équipe à plein temps. Ouais. Maintenant que je sors du banc, je porte plus les bouteilles d'eau, il va falloir que je porte autre chose. Donc c'est parti. C'est bien. Et puis Maxime Secalo qui lui a appris par cœur au nord, c'était les corons. Tout s'est bien passé pour l'Olympique de Marseille à Lens ? Écoute Fabrice, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à l'Olympique de Marseille. Ah bon, il me semble qu'ils ont perdu 2 en Ligue des Champions. Ah non, mais c'était la même semaine. Ouais, quelle semaine difficile. Donc voilà, on parlera peut-être plus tard d'un certain Benjamin Pavard qui n'a plus trop le soleil au-dessus de la tête. Aïe. Mais écoute, voilà, ravi d'être avec toi, avec tout le monde. Eh ben super. Et avec effectivement une personne qui va jouer la Coupe du Monde, Fabrice. Et ça, c'est pas rien. Et on est ravis que tu sois là aussi, Maxime. Alors, je voudrais faire un petit coucou parce que Jérémy Antonio, je le connais depuis qu'il est tout petit. Et je fais un gros bisou et un petit coucou à Corinne et Thierry, ses parents. Et puis Thierry Antonio, dit Mimi pour les intimes, c'est une légende vivante du football mosaquois. Donc, je pouvais pas rater ça. Puis Thierry, très beau prénom. C'est le prénom de mon père, j'en profite, Fabrice. Voilà. Par contre, si Thierry pouvait aller à Moza en ce moment, ça ferait pas de mal, je pense. Ouais. Mais sur le terrain. Ah bon, c'est mieux alors. Ça fera vraiment pas de mal. C'est mieux. Et puis un petit coucou à mon ami Tchotche fils du KSP Montjoie. Donc voilà, je lui fais un bisou et puis à très bientôt Tchotche. Voilà. Jérémy. Alors c'est quoi ça ? Moi quand j'ai vu ça, j'étais emballé, je sautais de joie dans mon appartement. Même mes voisins m'ont dit mais il faut vous calmer Fabrice. Tu vas faire la Coupe du Monde de football avec la Côte d'Ivoire ? Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai sauté de joie quand on a validé la qualification. Voilà, donc ça fait maintenant 2 saisons que je suis avec la Côte d'Ivoire en tant qu'adjoint et analyste vidéo. Ouais. Et puis, on a validé la qualification pour la Coupe du Monde en septembre, après un mano à mano avec le Gabon. Donc, on sera aux États-Unis en juin. Voilà. C'est bien, c'est un purée super. Et tu es toujours au Clermont Foot ? Ouais. En parallèle, je continue avec le Clermont Foot sur le centre de formation en tant qu'entraîneur de la catégorie U16. Ouais. Et puis, j'ai réussi à me mettre d'accord avec le club pour être libéré sur les trêves internationales et sur les compétitions pour pouvoir travailler aussi avec la sélection de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai les 2 casquettes. Super. Alors moi, ma première question, parce que ça, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que Jérémy, la Côte d'Ivoire, peut être championne du monde ? Ah. Bon, je pense qu'il faut avoir des rêves, mais aussi des rêves réalisable. Je pense qu'on peut... Il y a une belle équipe quand même. Il y a une belle équipe. On a pour objectif en tout cas de sortir des poules. Ce qui serait la première fois pour la Côte d'Ivoire de pouvoir sortir des poules. Ce qui leur aurait pas arrivé. On a manqué les 2 dernières compétitions au Qatar et en Russie. Et les sélections d'avant, enfin les tournois d'avant, on n'a pas réussi à sortir des poules. Donc ça serait déjà un bel objectif à remplir. Et après, pourquoi pas rêver ? Si on y va, c'est... qu'il y a une mini chance de pouvoir la remporter. De toute façon, si vous y êtes, vous pouvez gagner, quoi. Enfin, en tout cas, bien sûr. Voilà, quand tu y es, tu peux gagner. Voilà. Une dernière question pour moi, je laisserai la place à mes amis ensuite. Est-ce que tu connais Didier Drogba ? Je le connais pas personnellement. Tu l'as vu déjà ou pas ? Non, on l'a pas vu. Il est venu pour la CAN. Moi, je l'ai pas rencontré, mais je pense qu'il sera là au Maroc à la Coupe du Monde en tout cas. Bon, super. Louis ou Max ? Ouais, justement, pour rebondir sur la CAN, qui du coup est beaucoup plus proche, donc j'imagine que la Côte d'Ivoire sera présente, sera au rendez-vous. Des objectifs, comment est-ce que vous préparez justement cette CAN qui du coup va démarrer le 21 décembre prochain. Voilà, si tu peux nous en parler un peu, savoir quel va être ton rôle aussi pendant cette CAN et comment tu vas préparer tout ça. Bien sûr, donc déjà on est tenant du titre. On a gagné, même si j'y étais pas et j'ai rejoint le groupe après, on a gagné la dernière CAN à domicile, donc on remet un peu notre titre en jeu, mais cette fois au Maroc, qui va être la favorite. Et nous, on va essayer d'avancer en tant qu'outsider et viser le dernier carré. Après, mon rôle, dans cette période-là, c'est d'analyser nos futurs adversaires. Donc on connaît déjà nos adversaires en phase de poule. Donc c'est regarder et donner un maximum d'infos aux coachs et aux joueurs.
Vous allez tomber contre qui du coup? Donc on aura le Cameroun, le Gabon et le Mozambique sur la phase de poule. Donc, ça va être quand même costaud. Ouais, c'est pas facile. Voilà. Il y a beaucoup de matchs difficiles. Donc on est là dans l'analyse en tout cas de nos adversaires pour pouvoir performer et sortir des poules et gravir les échelons. Et pourquoi pas rêver de faire le back-to-back comme on dit là-bas. Pourquoi pas? Et je rebondis juste et puis Maxime posera sa question après. Quand tu dis qu'il faut que tu analyses au maximum les matchs et tout ça, ça te prend combien de temps? Ça doit être un truc de dingue, non? Ouais, ça prend du temps. On regarde. C'est quoi, séquence par séquence? Tu reviens, enfin, tu t'essayes de détecter un peu les points faibles. Ouais, c'est ça. On se concentre quand même beaucoup sur nous, sur à la fois notre équipe, ce qu'on doit regarder, améliorer pour être plus performant, mais aussi sur l'adversaire. On regarde 8 à 10 matchs et on regarde les futurs joueurs possibles en club. On essaye de trouver les petites failles à utiliser. Tu pourrais trouver un numéro 9 au Clermont Foot, ce serait bien. Vas-y, Maxime, à toi. Ouais, Jérémy, on sait que le métier d'analyse vidéo, c'est quand même un nouveau métier, entre guillemets, dans le football des années précédentes ou des décennies précédentes, c'est beaucoup moins présent. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer déjà comment est-ce qu'on devient analyste vidéo et adjoint terrain d'une sélection comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même une sélection notable dans le football mondial? On va dire déjà beaucoup de chance. Il faut être là au bon endroit au bon moment, mais il faut aller la provoquer. En passant ces diplômes d'éducateur, moi c'est ce que j'ai fait depuis que je suis majeur. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et ensuite j'ai passé un diplôme universitaire d'analyse vidéo à Montpellier, qui est assez réputé et qui est le principal diplôme d'analyste vidéo. Et ensuite créer des relations de confiance et améliorer son réseau pour qu'on puisse faire appel à nous dans ce milieu qui est quand même particulier et sur lequel la confiance doit être quelque chose d'important au sein du staff. Et tu as eu une porte d'entrée par le Clermont Foot peut-être? Ouais, c'est grâce au Clermont Foot, parce que le coach Emers Faye, qui a fait appel à moi, a travaillé une saison au Clermont Foot en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve. Donc à cette époque-là, j'étais son entraîneur adjoint avec aussi la casquette d'analyse vidéo. Et donc lorsqu'il a repris la sélection et qu'il a signé un contrat de 2 ans, il a pu créer son staff et il a fait appel à moi, en tout cas sur les 2 prochaines saisons. Ah, donc c'est pas forcément le facteur chance, c'est le facteur travail, en fait. Ouais, non, mais... Il y a le facteur travail, mais il y a aussi le facteur de chance. Je connais bien Jérémy Antonio, il est très humble. Et à mon avis, si Emers Faé l'a emmené pour la Côte d'Ivoire, ça veut dire... Je peux te dire que le boulot, il est fait correctement et c'est quelqu'un qui connaît le football sur le bout des doigts. Bien sûr, je pense qu'il y a le travail aussi, l'engagement, mais il y a aussi un peu la réussite de se retrouver là au bon endroit au bon moment. Mais comme tout, ça se provoque et puis il faut tout faire pour que ça puisse sourire et que ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Si tu gagnes la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, je pense que je vais m'arrêter à Moza, voir le père Antonio, et puis on prendra l'apéritif, je pense. Voilà. Non, mais ce serait extraordinaire, tu te rends compte? Bien sûr. Mais même d'aller en demi, par exemple, c'est un truc de dingue. En tout cas, nous, on se réfère aussi au Maroc, qui, au Qatar, a réussi à jouer la demi-finale. C'est vrai. Et puis contre la France, ils auraient pu gagner contre la France. Bien sûr, donc on espère, en tout cas, on a une bonne équipe et on a des bons joueurs avec un bon état d'esprit, donc... on espère déjà faire une bonne CAN, que ça nous serve de base et de confiance pour aborder la Coupe du Monde et réussir à faire, pourquoi pas, un très beau parcours. Ce serait génial. Est-ce que cette nouvelle position que tu as maintenant, est-ce que tu as reçu des coups de fil, des clubs un peu huppés dans le championnat de France de Ligue 1 ou de Ligue 2, par exemple? Non, franchement, pas. Il n'y a pas eu forcément de contact ou quoi. Et puis... moi, je me sens bien au Clermont Foot et dans mon rôle aussi avec la Côte d'Ivoire, donc j'ai pas à chercher non plus à avoir des sollicitations, mais pour l'instant, non, le téléphone n'a pas vibré. Ok, oui. Pour revenir là sur ton approche plutôt d'analyste, aujourd'hui, du coup, Maxime le soulignait, c'est vrai que c'est des nouvelles... on fait appel à des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, j'imagine, est de plus en plus présente. Comment est-ce que c'est abordé au niveau national, donc sur des clubs, des fédérations, pardon. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui? Est-ce que c'est en réflexion? Toi, comment tu vois la chose pour demain là-dessus? Nous, en tout cas, on commence un petit peu à regarder comment l'utiliser le plus efficacement possible pour pas être inondé de data et d'avoir beaucoup de chiffres et sans savoir les utiliser. Donc on commence à regarder un petit peu, notamment pour voir les circuits de passe, les choses qui reviennent pour appuyer à la fois ce que notre œil voit. Donc c'est quelque chose qui est en développement, mais on y va avec parcimonie. Et ça se fait surtout sur un aspect interne. On va s'arrêter là, on repartira.
On repartira parce que c'est déjà terminé cette première partie. Pour une fois que c'est pas moi, Fabrice. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite sur le Goss FM. De retour sur le Goss FM, toujours avec Jérémy Antonio qui va certainement être en demi-finale de la Coupe du Monde en 2026 avec la sélection de la Côte d'Ivoire. Louis Genillet qui est aussi fort que Severiano Ballesteros, il me semble, hein, non ? Oh, on peut me comparer, je suis assez d'accord. Je te remercie, Fabrice. Et puis mon ami Maxime Pierre Bachelet, les Corons, RC Lens, Olympique de Marseille, qui est toujours là, bien sûr. J'aurais bien aimé présenter le top 50, Fabrice, tu vois. Ouais. Mais avec une quarantaine de casquettes, ça risque rien. Louis, tu voulais poser une question à notre invité. Effectivement, ouais, on parlait d'intelligence artificielle, d'abondance de données, etc. Aujourd'hui, justement, les joueurs, comment ils sont réceptifs justement à ces analyses, comment ils le gèrent, est-ce qu'ils viennent vers toi pour savoir comment jouer ou même comment joue leur adversaire ? Ouais, aujourd'hui, ils sont sensibles à tout ça parce que ce qui va leur permettre de performer au haut niveau, et aujourd'hui, ça se joue sur des détails, souvent des victoires. Donc très souvent, ils veulent des infos sur leur adversaire direct. Est-ce qu'ils ont un pied préféré ? Est-ce qu'ils ont une situation qu'ils aiment refaire ? Pour essayer de gommer un peu l'incertitude, et je pense que ça les rassure aussi. Après, c'est à nous de donner les bonnes infos, de pas trop non plus en donner justement pour qu'on aille à l'essentiel et en étant précis. Oui. Et qui c'est qui te demande le plus de données là ? Aujourd'hui, on a un latéral gauche, Ghislain Conan, qui est plutôt friand sur son adversaire direct. Et après aussi les attaquants, on a eu Jean-Philippe Crasso, qui aimait bien avoir des infos, l'ancien joueur de Saint-Etienne qui est au Paris FC. Il a progressé depuis qu'il est passé dans le Forez. Ouais, c'est ça. Il a bien fait de partir. Voilà, qui aime bien avoir des infos sur les gardiens, s'ils ont des côtés ou des manières de faire pour pouvoir adapter notamment la finition. Est-ce que justement, alors moi qui suis de l'ancienne école, mais est-ce que toutes ces stats-là, est-ce que c'est pas négatif dans l'esprit de certains joueurs parce qu'il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de le naturel et un peu non ? Qu'est-ce que tu en penses toi de ça ? Nous en tout cas dans le staff, on pense qu'on est quand même au service des joueurs. D'accord. Et de dire que peut-être que certains n'ont pas forcément de demande ou de besoin. Et donc à ce moment-là, on ne veut pas leur donner trop d'infos, mais pour certains, ça les rassure aussi. Et voilà, on essaye de donner que quelques infos assez précises pour justement pas enlever cette spontanéité et ces choses-là aussi qui font la force du joueur. Ouais, c'est pour les aider, les conforter, Bien sûr, voilà. Leur donner plusieurs solutions peut-être. Bien sûr, sans donner justement trop d'infos. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, on essaie aussi de se concentrer sur nous et de développer notre projet de jeu et ne pas toujours faire attention à l'adversaire aussi pour qu'on puisse impacter et qu'on puisse nous être maître du jeu. C'est ce que souhaite le coach. D'accord. Max ? Ouais, moi je voulais savoir combien de temps à peu près, parce que je pense que ce job-là d'analyse vidéo, c'est quand même un job très chronophage. Combien de temps il te faut pour, par exemple, préparer pour un adversaire, pour la CAN, pour la Coupe du Monde ? Parce que les effectifs évoluent, les blessures, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs matchs. Moi, comme je disais tout à l'heure, on suit 8 à 10 matchs de nos futurs adversaires. En regardant aussi après l'aspect individuel, parce que des joueurs vont et repartent, voilà, exactement. Donc on va dire que ça prend une bonne semaine, on va dire le temps d'analyser. Après nous on a cette opportunité qui fait qu'on a du temps pour préparer les rencontres, ce qui est moins le cas en club, sachant que je suis tout seul à faire ça au sein de la sélection, donc souvent je vais prendre une semaine pour analyser un adversaire. Ah ouais, quand même, une semaine, ouais. C'est quand même pas rien, quoi. En sachant que bien sûr les coachs regardent aussi, et après il y a tout ce travail de mise en relation de nos informations avec l'ensemble du staff. Et est-ce que du coup tu as un peu de mal peut-être des fois à mettre en regard toi avec ton expertise vidéo pour le mettre justement en application pour le staff et pour les joueurs ? Est-ce que des fois la frontière est peut-être un peu compliquée à passer ou ça va quand même le dialogue passe bien Justement je pense que le coach il a fait appel à moi parce qu'on a cette relation de confiance. Et ce qui donne que je connais son point de vue, je connais un peu ce qu'il aime voir, et donc on gagne du temps, on va dire, dans la transmission d'informations. Et après, ce qui doit faire aussi la qualité d'un staff, c'est justement des fois avoir des regards différents et des avis différents pour justement être le plus objectif possible et pas toujours aller tous dans le même sens. Et après, bien sûr, c'est tout ce travail de mise en lien qui est important pour sortir l'information qui est importante pour les joueurs. Alors on va passer au Clermont Foot parce que tu fais aussi partie bien sûr du Clermont Foot 63. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de cette saison ? Alors bon,
Je sais que tu es un coach et que tu vas trouver beaucoup d'excuses, mais des fois, la prestation à domicile contre Annecy, par exemple, premier tir cadré la 84e, c'est pas très rassurant, ça. Je suis dans une position où c'est compliqué aussi de donner mon avis sur le plan tactique, mais je pense qu'on a réussi des bons matchs en tout cas cette année. Il y a eu des matchs comme Annecy où ça a été un peu plus compliqué, mais je connais les deux entraîneurs, je connais le travail qu'ils font. Je pense que la saison dernière a quand même été traumatisante pour beaucoup de personnes au club et on a cru un moment finir en national, et je pense qu'on se remet pas comme ça non plus d'une saison galère. Et moi en tout cas je suis content de voir des jeunes jouer, des jeunes qu'on a eu au centre de formation, voir un entraîneur qui a été formé au centre aussi, qui est clermontois et qui est garant avec le coach aussi Grégory Proman des valeurs du club. Donc j'ai de l'espoir pour la suite de la saison. C'est le principal, mais c'est vrai que gagner à Guingamp, alors on ne sait pas trop. Maintenant, Clermont, pour cerner le Clermont Foot, il y a plein de gens qui disaient qu'à Guingamp, ils allaient perdre 2 ou 3-0. Enfin, c'est le miracle du Roudourou, Fabrice. Il existe. Non, mais c'est ça. Non, mais le foot n'est pas une science exacte, et c'est dommage de pas gagner à la maison, parce que là, tu serais peut-être dans les 5 premiers, quoi, si tu n'avais pas perdu tous ces matchs à domicile. En tout cas, le championnat de Ligue 2, c'est un championnat très serré. Et avec 2-3 victoires, on peut vite se retrouver dans le wagon de tête. Et à l'inverse, avec 2-3 défaites, se retrouver dans les places de barragistes. Donc, ce qui serait bien maintenant pour Clermont, c'est de pouvoir faire une série et de pouvoir enchaîner 1 ou 2 victoires. Et ça passe par bien sûr des victoires à domicile. Voilà, il faudra surtout pas prendre de coach norvégien. Enfin bref. Louis, tu as une question ? Pour rebondir sur le Clermont Foot, je suis quand même assez content quand même de voir que ça gagne à l'extérieur, encore plus contre Guingamp. Et pour rebondir sur ce que disait Jérémy, moi je trouve que c'est prometteur. Effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne se remet pas d'une saison comme celle de l'année dernière, où tu passes très 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 proche de la correctionnelle. Cette année, encore une année de restructuration, il faut aller chercher le haut de tableau pour essayer de se remettre un peu en confiance. Mais rassure-moi Louis, le Clermont Foot n'est pas en reconstruction, parce que on parle de l'ASM Clermont-Auvergne depuis je sais pas combien de temps qui est en reconstruction. Mais c'est difficile quand tu descends de Ligue 1, que tu perds quand même tes plus gros joueurs, une structuration globale qui est particulière, avec un stade en fin de construction. Tu passes d'une Ligue 1 où tu as un stade rempli à un stade presque vide, faut se dire les choses. Donc quand tu fais partie du staff, c'est quand même compliqué derrière de s'adapter. Donc pour moi, reconstruction à proprement dit, c'est pas vraiment le terme, mais il y a une phase d'adaptation pour permettre derrière de venir jouer les premières places de Ligue 2, et c'est vrai que c'est un championnat qui est très 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 serré. C'est même plus agréable de voir un classement comme ça que celui de la Ligue 1 où, alors pour le coup en ce moment ça va, c'est quand même très serré, mais on va en parler de la Ligue, c'est très serré. On va en parler. C'est quand même serré, mais ouais, c'est vrai que c'est plus agréable en tout cas à jouer, je pense, que certains sujets en Ligue 1. Maxime, qu'est-ce que tu en penses, toi, du Clermont Foot 63 ? Moi, je pense que effectivement la saison va pas être simple. Pour corroborer ce que disent mes collègues ici. Mais pourquoi Moi, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi la saison va pas être simple ? Parce qu'effectivement, moi... Il y a bien 11 joueurs sur le terrain, non ? Non, mais regarde, Yannick Flavien nous l'a dit sur ce plateau ici, Fabrice. Se relever d'une saison comme la saison dernière, où c'était un peu la saison de la peur, où en fait... c'est ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec Yannick et avec Jérémy. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Non, mais je suis d'accord, mais regarde, la preuve en est, tu arrives quand même à faire un résultat à Rodez, tu fais un résultat à Guingamp. C'est clair. Donc, tu arrives quand même à t'exporter. Après, effectivement, l'idée, c'est quand même de gagner à domicile, ce qui pourrait galvaniser l'équipe, le groupe, je pense, avec forcément les supporters autour. Après, aujourd'hui, si quand même tu arrives à faire des résultats à l'extérieur, c'est quand même déjà de bon augure, sachant que là, le match contre Guingamp, tu marques un peu contre le cours du jeu, et sachant que Guingamp, je pense qu'ils ont, je crois, ils avaient 20 tirs, ils en ont pas mis un dedans, donc ça arrive aussi aux autres, tu vois. Bien sûr. Je pense que c'est quand même déjà un acte fondateur de pouvoir gagner à l'extérieur. C'est pas... Et puis moi, je trouve que Clermont Foot a un gros avantage, c'est que, je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, mais ils ont un super gardien, quoi. Ouais, un très bon gardien. Guivarch, encore là, contre Guingamp, si on n'a pas Guivarch, effectivement, tu ramènes pas les 3 points. Il a fait des miracles. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, t'aimerais qu'il soit ivoirien, Théo Guivarch ? Non, on a des bons gardiens aussi en Côte d'Ivoire, mais ouais, c'est un très bon gardien. Et puis moi, où je suis aussi satisfait, c'est mon œil de formateur de voir qu'il y a 2 joueurs qui ont joué la finale de Gambardella il y a 3 ans et qui sont titulaires c'est sur le match de Guingamp, ce qui n'était pas arrivé depuis
depuis longtemps, donc il faut le temps que la mayonnaise prenne. On va dire. Pour Guy Varche aussi, la suite de Moridio était quand même pas facile, parce qu'on sait que Moridio dans les cages, c'était quand même notre valeur sûre en Ligue 1, etc. Ouais. Il a quand même fait de grosses saisons chez nous. Prendre la suite, c'était pas inné non plus. Donc franchement, chapeau à lui, qui fait de très bonnes saisons là pour l'instant. Ouais, et puis chapeau effectivement au club du Clermont Foot. Hein. Le centre de formation est présent, et ça, c'est vrai qu'il faut le souligner parce que c'est fondateur. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Jérémy Antonio, de Louis Genillet et Maxime Sécalo. Donc j'en profite ce soir parce que notre invité est supporter du Paris Saint-Germain. Personne n'est parfait, Fabrice, écoute. Ouais, il a aussi une étoile, hein, lui. Puis je pense que la deuxième est pas loin. Louis, qui lui est supporter de l'OM depuis longtemps. Hein. Je crois que ton papa est supporter aussi depuis un moment. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler du PSG ? Ah oui, non, mais le PSG, je pense que je te dis, ils vont être champions de France. Non, mais t'as bien recruté, Fabrice. Hein. Franchement, le nouveau titulaire, rien à redire. Hein. Bon, et puis lui, bien sûr, Maxime Sécalo, qui, ça fait un moment que tu nous as pas parlé de Véronique Rabiot, mais je t'en veux pas, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'ai annulé mon billet pour Milan. Bon, ça va alors, ça va. Bon, Jérémy, le PSG marche sur l'eau. J'ai jamais vu, après je te laisse la parole, bien sûr, je regarde la Bundesliga depuis pas mal d'années. J'ai jamais vu le Bayer Leverkusen prendre 7 buts à domicile, quoi. Et encore, ça aurait pu... Alors, est-ce que Paris, ils peuvent déjà mettre cette deuxième étoile sur le maillot ou pas? Je pense pas quand même tout de suite, mais en tout cas, c'est plaisant à les voir jouer. Ouais, c'est le travail du coach et du staff. Avec les départs de Mbappé, personne n'aurait peut-être misé la saison dernière sur cette grosse saison. Et puis, il a montré aussi que le collectif... prend toujours le dessus sur les individus. Je sais que tu connais bien le ballon rond, et je voudrais savoir ta position sur le ballon d'or. Est-ce qu'Hakimi n'aurait pas mérité le ballon d'or aussi, parce qu'il a fait une saison de dingue, et là il continue, hein, un doublé. Alors bon, pour moi c'est pas un arrière latéral, hein, bon, maintenant on parle de piston, bon ça me fait bref, mais il marque 2 buts, quoi. Il a fait une saison, mais de malade l'année dernière. Est-ce qu'il n'aurait pas mérité le ballon d'or? Pourquoi toujours privilégier les attaquants? Il y en avait beaucoup au PSG, hein, aussi. Vitinha, il y avait beaucoup de joueurs qui auraient mérité. Ouais. Je pense que Dembélé, c'était un peu la vitrine du PSG, de tout ce qui avait été mis en place. Mais en tout cas, ce qui est plaisant, moi en tout cas, en tant qu'amateur de foot et formateur aussi, c'est de voir que le collectif a pris le dessus sur des individus. Et donc... Voilà, je suis pas fan de tous ces trophées comme le Ballon d'Or qui mettent plutôt en avant un joueur. Et ce qui ressort, en tout cas, c'est le collectif de l'équipe et l'état d'esprit. Et où je suis content, par contre, c'est un joueur comme Dembélé qui fait les efforts défensifs. Ça montre aussi aux jeunes que quand on a un état d'esprit irréprochable, souvent on arrive à briller aussi offensivement. Oui, parce qu'en finale, j'avais jamais vu un attaquant faire un pressing comme ça sur le gardien pendant 90 minutes. Hein. Max? Non, moi je trouve ça impressionnant, effectivement, le match contre Leverkusen. Après, c'est pas non plus le Bayer champion d'Allemagne. Ils ont quand même eu pas mal de départs. 7 buts maximum. Non, mais je suis d'accord. Et je vais dans ton sens, Fabrice, en disant que, effectivement, je pense que le niveau de la Ligue 1, tu peux difficilement avoir de la concurrence. Quand tu vois les prestations européennes du Paris Saint-Germain, effectivement, quand ils jouent contre le Havre ou même contre des équipes de haut classement de Ligue 1, en fait, pour moi, il n'y a pas photo. Et là, on rigolait un peu sur l'idée que le titre n'était pas joué, qu'effectivement, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais vont essayer un peu d'embêter le PSG. Je pense qu'on en parlait un peu sur un autre sport, c'est comme la Formule 1, en fait. Si le PSG fait des petites erreurs... si les concurrents du PSG font des petites erreurs, en fait le PSG va vite s'en nourrir. Et en fait, il faudra pas effectivement laisser des points en route parce que le PSG fera aucun cadeau, comme Verstappen. Exactement. Louis, t'en penses quoi, toi, de la suprématie parisienne? Je peux pas les voir, mais quand on aime le foot, en fait, on est obligé de dire c'est agréable à regarder, il faut se le dire. Ça joue au foot. Qu'est-ce qui manque à Marseille pour revenir à ce niveau-là, quoi? Qu'est-ce qui leur manque? C'est une bonne question. Parce qu'au Sporting du Portugal, ils doivent jamais perdre un match comme ça. Comment tu peux perdre un match comme ça? C'est contre le cours du jeu, Fabrice. Tu perds en... C'est des faits de match aussi. C'est des faits de match. Tu prends un rouge, le premier jaune, si tu veux, il sort du chapeau. À ce niveau-là, mettre des jaunes comme ça, c'est quand même compliqué. Alors le deuxième, il n'y a pas de débat. Il simule à 100%, il prend un jaune. Sauf que sur la première mi-temps, moi, je suis désolé, le Sporting, les pauvres, ils n'ont pas vu le ballon.
Ils ont pas vu une balle. Donc non, l'OM est quand même assez costaud. Ils arrivent à s'en sortir dans un championnat de Ligue 1 qui se relève de plus en plus. On en voit des équipes comme Nice, comme Lens, même Rennes. Nice-Rennes, hier, ça fait quand même un sacré match. C'était agréable à regarder. Non, on a un championnat qui se développe de plus en plus. Maintenant, voilà, le PSG est carrément au-dessus. Et qu'est-ce qui manque à l'OM pour répondre? Je pense que c'est un peu de blé quand même, faut se le dire. Parce que quelques hectares, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, quelques hectares de blé. Mais vous parlez boulangerie ou toujours on reste sur le... Ouais, c'est ça. Non, pour avoir des joueurs de classe, quand on voit des Dembélé, des Barcola, c'est énorme, quoi. Bon, ok. Très bonne réponse. Merci, capitaine. Avec plaisir. Jérémy, j'ai vu qu'Habib Bey avait chaud aux fesses parce que Rennes fait pas un très bon début de saison. Ils ont perdu contre un petit Nice, soi-disant à la maison. Et toi, je suis sûr que ça doit un petit peu t'agacer. À chaque fois, on met la tête sur le billot du coach. Bien sûr, ouais. Parce que c'est pas le coach qui rate le cadre à 5 mètres ou qui... Enfin, exactement. Après, c'est souvent ça, le haut niveau. Ce qui manque, c'est du temps. On disait de l'argent aussi, mais du temps. Hein. Luis Enrique, il a failli pas se qualifier dans la phase d'élimination directe l'an dernier. Mais on lui a laissé le temps de travailler. Et puis, ses principes de jeu ont réussi à faire surface ensuite. Donc... peut-être laisser un peu plus de temps au coach, même si je suis pas en interne et que je vois pas forcément ce qui se passe à Rennes, mais souvent c'est le temps qui manque. Il faut pas oublier qu'ils font 18e, hein, je crois, le PSG en phase de poule. Ouais, c'est ça. Donc tu te rends compte, 18e, t'es champion d'Europe. L'OM est 18e, Fabrice. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Tu sais que tu as un nouvel ami qui s'appelle Christophe Furios parce que laisser du temps au coach, lui, il va écouter l'émission et alors il va être super content. Il va t'envoyer un texto. Il va dire merci Jérémy Antonio parce que quelqu'un qui me... Qu'est-ce que tu en penses, toi, donc, de l'ASM Clermont-Auvergne qui, justement, a des petits soucis de reconstruction, qui, là, en ce moment, cartonne à domicile, mais fait des non-matchs à l'extérieur. Est-ce que tu penses que c'est mental ou il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans ou je sais pas, moi je sais pas ce qu'ils font. Moi en tout cas avec ma casquette et mon travail aussi au Clermont Foot, je suis en lien avec le centre de formation de l'ASM Rugby. Donc je peux voir un peu le travail qu'ils peuvent faire. Et je pense en tout cas ils sont en reconstruction mais ils sont sur la bonne voie. Il y a peut-être de l'avancée par rapport à l'an dernier. Il y a quand même des matchs aboutis à domicile. Et je pense qu'il faut qu'ils arrivent à casser ce petit... on va dire pas ce petit problème, mais en tout cas cette petite spirale à l'extérieur et qu'ils aient un match un peu référence. Et je travaille avec Antoine Couer, qui est préparateur mental maintenant avec l'ASM, et je sais qu'il fait du très bon travail et qu'il travaille actuellement là-dessus justement pour réussir à inverser cette dynamique à l'extérieur. Faudrait peut-être qu'il rencontre le préparateur mental de Clermont Foot, parce que ça gagne à l'extérieur pour le Clermont Foot, et voilà. Donc ça pourrait être pas mal. Tout à fait. Ce serait bien, ouais. Ce serait bien si Clermont Foot met 80 pions... à domicile, Fabrice, c'est pas mal. Hein. Ouais. Non, mais bon, après. Gros centre de formation, pour revenir à ce que disait Jérémy, effectivement, on voit avec les Léo Michaud, Montilla, tous ces petits jeunes là, qui sortent du centre de formation. Il y a toujours eu un bon centre de formation. Honnêtement, là, on le voit, Léo Michaud, je pense que c'est un des plus gros espoirs du pack français. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément des joueurs qui ont une grosse expérience, mais on le voit quand même, c'est des joueurs qui jouent leurs cartes et à domicile comme à l'extérieur font des très belles prestations. Ouais. Après, c'est vrai que le centre de formation, bon, c'est une chose, mais laisser partir des jeunes aussi, parce que c'est un petit peu le mal clermontois. Hein. C'était déjà le mal montferrandais quand on appelait le club l'AS Montferrand. Et puis c'est des jeunes qui sont formés chez nous et qui vont réussir ailleurs. Donc des fois, ce serait peut-être bien de garder des jeunes et puis de les pousser à progresser. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, mais je sais pas, moi, les nourrir aux hormones un peu, j'en sais rien. Mais on le voit, alors, il n'a pas été formé chez nous, mais c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu l'enrôler chez nous. Hugo Sun, le demi d'ouverture d'Aurillac, qui du coup est sélectionné là avec la liste de l'équipe de France pour la tournée d'automne. Et on voit effectivement que tu vois des jeunes comme ça qui effectivement, je sais pas, les discussions s'il y en avait eu avec l'ASM, c'est pas trop sorti dans la presse, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas avoir un deuxième ouvreur de très bonne qualité. Alors j'avoue que Harry Plummer fait sa saison, on va être peut-être Plummer dépendant, mais le problème c'est que quand il est pas là... C'est pas peut-être, hein. On est déjà Plummer dépendant quand tu vois... Mais quand il est pas là, ça coince. Rafi, mais quand tu vois sa prestation à Bayonne, c'est quand même pas terrible, hein. Donc je pense que les grandes équipes aussi, c'est la force de, on le voit à Toulouse,
c'est pas forcément avoir un 15 titulaire qui performe, parce qu'à domicile, on voit qu'on arrive à mettre 60 pions très facilement, mais c'est avoir un groupe de 30 avec un 15 qui peut aussi se déplacer à l'extérieur Toulouse, le et PSG du rugby. faire du résultat. Eh bien écoute, on va terminer cette troisième partie sur l'ASM Clermont-Auvergne, et puis Christophe Furios, donc une nouvelle fois, qui a un nouvel ami qui s'appelle Jérémy Antonio, parce que Jérémy Antonio est plus patient que moi, il lui laisse encore du temps. Et donc, 2 déplacements à l'extérieur, Fabrice, sur les 2 prochaines journées, donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, Fabrice. Préparons les mouchoirs. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de Jérémy Antonio, de Louis Genillet et de Maxime Secalo. On va parler du phénomène Victor Wembanyama, qui marche sur l'eau tout simplement, mais il a fait quand même un été de préparation physique. Il a dit, il est même parti en Chine, vraiment une préparation intense. Donc je sais qu'il a marqué 40 points, 31, il a toujours une quinzaine de rebonds. Est-ce que Jérémy, Victor Wembanyama, qui est en train de monter, est-ce qu'il va continuer comme ça parce qu'il est jeune? Je trouve qu'il est très médiatisé, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, en Europe. C'est un phénomène. Et à mon avis, je pense que les parents doivent être là pour équilibrer un peu, parce que à cet âge, il a 21 ou 22 ans, je crois, non? Ouais, 21, je crois. Ouais, donc ça doit lui monter quand même à la tête, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça monterait à la tête de beaucoup de personnes, mais en tout cas, ce qui ressort chez lui, c'est que c'est un grand champion. Ouais. Et qu'il a un état d'esprit irréprochable dans le travail. Puis la famille l'accompagne bien, donc ça fait partie des extraterrestres, on va dire. C'est ça, c'est comme exactement ça. peuvent l'être des Cristiano Ronaldo, des Roger Federer ou Nadal. Ouais. Et donc je pense que ça sera un champion de ce calibre-là. Voilà. D'ailleurs, t'es Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, toi? Ah, moi je suis pour le football, donc je suis pour les deux. Non, mais ça, non. Mais c'est la Suisse. Ah, mais ça, c'est la ça. Suisse. Non, mais ça, c'est de la langue de bois, ça, Jérémy. Non, j'ai quand même des origines portugaises qui me font dire Cristiano on a la Ronaldo. réponse. Mais en tout cas, le Non, mais voilà. football, c'est une quand même question. Lionel Messi. C'est une question amicale, t'inquiète. Voilà. Louis Genillet ou Maxime Secalo? Ouais, pour en venir sur Wemby, effectivement, ces 3 premiers matchs, il met quand même 100 points en 3 matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et on voit bien sur quelques actions, en fait, c'est un joueur, je pense que la NBA et même les Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, même LeBron James, tous ces joueurs-là disent qu'effectivement, on n'a jamais vu ça. Ouais. C'est un joueur qui peut, sur la même action, faire un contre, récupérer le ballon sur le contre, et prendre le shoot à 3 points en tête de raquette très vrai, facilement, quoi, tu vois. Quand on fait 2m24, c'est rare de tirer à 3 points. Alors, à 3 points, pardon. Et moi, je voulais quand même tempérer les choses. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui tempère. Bon, ils ont joué à Dallas, qui fait un début de saison quand même pas terrible. Et là, ils viennent de gagner à Brooklyn. Brooklyn, c'est pas eux qui vont pas gagner la bague cette année. Et puis, ils ont joué aux Pelicans, qui est un club qui a vraiment... qui était en difficulté, une franchise, pardon, qui était en difficulté l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il a des prestations énormes. Louis, t'en penses quoi, il revient juste pour terminer, mais de 8 mois de blessure. Donc, certes, ils n'ont pas joué les Lakers, etc. Ouais. Mais il revient quand même de blessure. Et afficher ces stats-là en reprise de saison, c'est quand même impressionnant. Ouais, mais il a vraiment bossé. Hein. Il a vraiment bossé. Ouais, je sais pas ce mais que lui ont après, fait les Chinois, mais... Même au-delà des stats qu'il a, le gars, en fait, t'as un mec comme ça dans une équipe, c'est incroyable parce que c'est un catalyseur. Ouais. Tu joues pas de la même manière quand t'es adversaire. C'est sûr. Ils ont recruté en plus les Spurs. Là. Ouais, mais ils ont recruté. Donc quand t'as des joueurs qui seront costauds autour d'un pivot comme ça, enfin d'un pilier plutôt, comme lui, il va garder 3-4 joueurs autour de lui. Et puis avec ses mouvements, il marque tellement de points qu'il faut le défendre, donc il va laisser des espaces aux autres. Ça va être très très dur à défendre les Spurs cette année. Ça va être très 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 dur. Ouais, ce sera très compliqué. Bon, on lui souhaite bonne route et puis pourquoi pas être champion cette année. J'y crois pas trop, mais de toute façon, il y arrivera, c'est obligé. Au revoir. C'est obligé, mais bon, il y a quand même du monde en NBA. On en parlera une autre fois, mais moi je suis la NBA de près et il y a quand même du monde cette année. On va parler de la Formule 1 parce que la Formule 1 c'est intéressant. Norris a repris un point d'avance sur Piastri hier. Verstappen finit 3e. Charles Leclerc 2e. Enfin, un championnat. J'ai un coup de gueule, Fabrice. Vas-y. Allez, vas-y, j'aime bien les coups de gueule. Moi. J'ai un coup de gueule contre la FIA parce qu'en fait, moi, je comprends pas les commissaires de course. Par rapport à quoi? Par rapport à la pénalité sur Hamilton. Alors, je vais pas me cacher ici, et je l'ai déjà dit ici que je suis Lewis, Team Lewis. Oui. Mais alors, par exemple, court-circuiter une chicane, Lewis prend 10 secondes. Ce qui fait qu'il est 3e avant la pénalité qui finit évidemment dans les points, je crois 8 ou 9. Verstappen fait strictement la même chose pour moi.
Et même, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, Julien Febvre, tout le monde le dit, il est sur Canal+. Ouais. Et lui, il prend 0. Donc, voilà, moi j'ai un problème avec ça. Alors, si on veut le favoriser pour qu'il soit encore champion, il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal, sachant qu'en plus, les Ferrari, elles n'ont pas besoin de ça. Et non, là ça pouvait faire un doublé Ferrari sur le podium. Je trouve ça très dommage. Ouais, surtout que Lewis, quand même, il a 7 titres et on pourrait le remercier un petit peu mieux que ça, quoi. Ouais, après... Je veux pas l'avantager non plus, tu vois, mais je trouve que les décisions des commissaires, c'est 2 poids 2 mesures et c'est pas du tout sur le même pied d'égalité. 10 secondes, c'est sévère, mais il mérite quand même de prendre une pénalité. Ouais, mais Verstappen mérite d'en prendre une aussi, tu vois. Ouais, mais franchement, peut-être Hamilton, pas autant il que la sienne. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais 10 secondes, ça te flingue le Grand Prix, quoi, tu vois. Ouais. Et sachant qu'en plus, je crois que Ferrari fait un très bel arrêt quand ils ont les 10 secondes à subir, mais je trouve ça dommage, franchement dommage. Ok, Jérémy, Formule 1, MotoGP, tout ça, non, pas trop. Je regarde de loin. T'es pas obligé. Non, je regarde de loin, ça me plaît, mais c'est plutôt le temps. Le temps de regarder, mes heures sont comptées. C'est un peu frustrant pour les amoureux du football parce qu'il faut toujours un ballon. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que si t'as pas une bonne voiture ou une bonne moto, c'est compliqué de faire des résultats aujourd'hui. Hein. C'est une question de moyens. Mais Norris a assuré quand même. Ouais, Norris a assuré. Piastri craque un peu. Ouais. On parle du Tour de France rapidement là. Ouais, bah écoute, le parcours a été révélé la semaine dernière là, à Paris. Donc le parcours hommes et femmes, bien sûr. Ouais. Donc l'étape, le Tour de France féminin le plus dur de l'histoire. Donc il n'y a pas non plus une grosse ancienneté, mais avec des gros morceaux pour peut-être le back-to-back. On en parlait tout à l'heure de PFF, Pauline Ferrand-Prévot. Et concernant les hommes, bah écoute, on est sur un Tour de France aussi très compliqué. On est vainqueur de toute façon du Tour de France. Écoute Fabrice, si tu me dis que c'est pas Pogacar, on en a parlé ici avec notre ami Antoine Lafont que j'embrasse. On fait un gros bisou à Antoine Lafont d'ailleurs qui se prépare à faire du triathlon. Il nous a dit voilà. Ou peut-être le Tour, hein, on sait pas. On sait pas. Primoz Roglic. Non mais Et Primoz Roglic est arrivé très tard. Hein. Il a une bonne condition. Il a une très bonne condition physique, Antoine. Donc non, mais on a quand même 2 fois l'Alpe d'Huez. On a un Tour de France qui va être très âpre. On a l'étape là avec la Croix de Fer, le Télégraphe, le Toit du Tour avec le Galibier. Ça va être un sacré chantier. Et tout ça l'avant-veille de la fin du Tour de France. Okay. Donc effectivement, je pense que Prud'homme a tout fait pour que toutes les cartes soient rebattues. Et avec la rue Le Pic à Montmartre, Fabrice, que tu as adoré, qui est de retour encore. Ouais, ça c'est top. Par contre, il faut la souligner quand même, il y a une étape 100% Cantalou. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est L'Auvergne est encore mis à l'honneur par le Tour de France et ASO. C'est normal, on n'a que des montagnes ici. C'est ça. Et un départ à Vichy le 15, le lendemain. Ouais, puis le Cantal, faut pas oublier la truffade aussi. Moi, c'est plus mon truc. Mais c'est vrai que le 14 juillet encore, Fabrice. Hein. On sera encore le 14 juillet. Ouais, c'est ça. Le Luran, Aurillac-le-Luran. Donc, sacrée étape en perspective. Avec l'Auvergne au centre de tous les débats le 14 juillet, Fabrice. Que demande le peuple. Exactement. Allez, on va terminer. Il nous reste un peu plus de 2 minutes avec Jérémy Antonio, bien sûr, qui va nous ramener. Qui va ramener la Coupe du Monde de football sur la table de la salle à manger de ses parents à Moza. Sur le plateau de Logos FM aussi. Jérémy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Est-ce qu'avec les U16 du Clermont Foot, tu vas tout gagner cette année ? Est-ce que tu vas être champion du monde ? Est-ce que le Paris Saint-Germain va t'appeler pour la saison 2026-2027 ? Non, en tout cas... Ce serait un rêve, ça, te rends compte ? Analyse vidéo au PSG. Ouais, après... Tu parles espagnol, toi, ou pas ? Non, anglais un petit peu, mais... Ah, bien. Voilà. Non, en tout cas, c'est une année charnière pour mon parcours et avec ces 2 compétitions qui sont à la fois la CAN, une compétition très importante sur le continent africain, et à la fois la Coupe du Monde qui est l'événement, je pense, sportif c'est sûr. le plus regardé au monde et le plus suivi. Donc, c'est sûr. Donc ça peut être une bonne opportunité et puis beaucoup de plaisir à aller faire ces compétitions. Et puis après, un petit peu de réussite pour espérer passer les tours et pourquoi pas ramener une des coupes. Oui, et puis moi je te dis, il faut y croire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est solide, enfin, de ce que j'ai vu ces dernières années. Et puis, quand tu es dans une compétition, c'est pour la gagner. Enfin, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est des compétitions qui sont quand même sur des formats assez courts, où il peut y avoir un peu plus de surprises, peut-être que sur des championnats avec beaucoup de journées. Donc pourquoi pas réussir à faire un exploit, voilà. Eh ben, écoute, c'est vraiment... L'American Dream, Fabrice. Ah oui. Exactement. Ah ben là, on te réinvite, et puis tu mettras tu poseras la Coupe du Monde là, dans le studio de Logos FM. S'il y a la Coupe du Monde ou la CAN, je noterai. Parce que la CAN, c'est une belle compète aussi. Bien sûr.
Bien sûr. Alors bien sûr, on va terminer cette émission en parlant du hand de Cournon, qui est premier encore, et franchement, ils font une saison de dingue. Bravo à tous les dirigeants, aux joueurs, aux coachs, au président Cyril Fauché. Vraiment, le hand de Cournon est surprenant. Et d'ailleurs, la billetterie est ouverte pour le match de l'année, sûrement à la Maison des Sports. Ouais. Cournon contre le Grand Montpellier. En Coupe de France, ouais. Le 16 décembre. C'est ça, tout à fait. Donc, venez nombreux soutenir le hand. Ils en ont besoin. Okay. Et ils régalent. Stop. Tu vois, il me dit ça. il me dit 5 secondes, il en fait 20. Bon, allez, plus sérieusement, donc le HBCAM qui est premier ex-aequo, et puis le Volleyball Club de Chamanières, c'est compliqué en ce début de saison, mais on n'en dira pas plus. Donc voilà, c'est déjà terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver aussi en podcast sur notre chaîne YouTube, sur Spotify et sur nos réseaux sociaux sur Logos FM. Au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.